pour conclure avec un dernier tour de table, je vais reprendre avec vous, Patrick, avec une approche un peu plus prospective. C'est vrai qu'Accor a beaucoup disrupté. Est-ce que demain, de nouvelles opportunités sont à saisir? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, oui, on a beaucoup d'opportunités. On est dans un terrain de jeu qui est incroyable, puisque le tourisme, on l'a vu pendant la crise, tout le monde a été extrêmement frustré de ne pas pouvoir voyager. Donc il y a une volonté de se déplacer, de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles marques, de nouvelles expériences qui nous laissent un terrain de jeu considérable. Donc beaucoup d'opportunités au niveau de l'expérience, dont on a parlé un petit peu on-site, donc sur les sites directement, où là, nous investissons sur beaucoup de partenaires pour essayer de développer, on parlait de raison d'être ou de purpose, mais des choses qui font du sens. C'est-à-dire que je ne veux plus voyager uniquement pour faire un business trip de 2 jours ou pour aller en vacances une semaine, mais je vais vouloir faire beaucoup plus de choses en même temps. Donc il y a un terrain de jeu là-dessus sur la multitude d'utilisations que je peux avoir sur un même voyage. On parle de flex office, de work hospitality, de business loisirs qui se mélangent. Je pars 3 jours, je vais faire en même temps de la conférence et je vais pourquoi pas aider une communauté ou travailler dans une destination et aider dans un projet social. Donc il y a cette partie-là qui est un premier axe. Et le deuxième, c'est, je dirais, sur le terrain de jeu pour nous, c'est tout ce qui touche à la tech et au digital qui peut améliorer l'expérience du client dans tout son processus, depuis la recherche d'un voyage jusqu'à son après-voyage. Donc, où là, nous avons beaucoup d'investissements. Alors, la Digital Factory en est un exemple, mais nous investissons beaucoup dans la dématérialisation et dans améliorer la relation humaine et la relation entre le collaborateur et le client. C'est un axe prioritaire pour nous. Et je dirais le troisième, on parlait de personnalisation. Nous avons la chance d'avoir un énorme avantage par rapport à beaucoup de nos concurrents qu'on va appeler des distributeurs. Nous sommes face à des distributeurs qui vendent nos chambres, qui vendent nos hôtels, qui vendent nos restaurants, mais nous avons la chance d'avoir le client qui rentre chez nous. Donc, et ça nous permet d'avoir une capacité à personnaliser, à recevoir de la donnée sans passer par les difficultés qu'on évoquait tout à l'heure digitales, parce que quand vous êtes chez vous et que vous devez répondre à un questionnaire ou accepter un cookie, nous n'avons pas cela. Nous pouvons créer un lien qui nous permet d'avoir une information qualitative que nous pouvons intégrer dans nos bases de données, dans un vrai data lake. Donc là, il y a un vrai enjeu de personnalisation, mais vraiment très qualitatif, puisque vous avez une relation humaine qui se crée des millions de fois par jour. C'est plus de 70 millions d'utilisateurs aujourd'hui de notre carte de fidélité et plus de 100 millions de clients. Donc ça nous donne beaucoup de chances de pouvoir engranger cela. Et ça, c'est un enjeu technologique, parce qu'arriver à le faire, c'est une chose, arriver à le gérer, c'est encore une autre chose. C'est sûr. Ségolène, pour MACSF, le futur de l'assurance, il est où? Effectivement, c'est pour résumer, c'est un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein. Il y a énormément de choses à faire, mais les 2 grands axes, c'est cette expérience client qui est basée à la fois sur de la simplification digitale et de la relation humaine qui peut porter cette complexité et cette personnalisation. Donc cet écosystème multicanal simplifié et sécurisé dans lequel on a cette polarité entre je suis autonome et je suis accompagnée, je pense que ça, c'est une des choses qui est essentielle et qui permettra de rassurer et de bien servir nos sociétaires. Et le deuxième, c'est effectivement cette confiance à renforcer. Alors, sur des maisons comme les nôtres qui sont très anciennes, avec des marques instaurées, on a un capital confiance qui est important. Si on sait apporter quelque part la modernité et tous les plus de ce que peuvent apporter les startups et les nouveaux entrants, on va bien servir notre client, mais on a aussi à apporter toute notre histoire et toute la connaissance qu'on a de nos sociétaires et de leur environnement, de leurs enjeux, de leur vie. Et c'est là-dessus qu'on peut les accompagner, au-delà de juste leur servir un bien d'assurance, c'est aller avec eux dans leur sens pour leur objectif. Et c'est là où on revient sur la raison d'être. Les sociétaires n'attendent pas seulement qu'on les serve eux, mais qu'on serve le monde comme eux, ils aimeraient pouvoir le faire. Il faut qu'on leur redise à quel point on est à leur côté et on participe au même objectif que le leur dans la société. Merci Ségolène. Bruce, à votre niveau, quand on a préparé cette discussion, vous me parliez aussi de cette notion de confiance et de transparence.
en intégrant un sujet autour de la blockchain. Oui, alors effectivement, juste avant, je voudrais juste rebondir sur le fait que effectivement, je trouve que créer des conversations qui ne concernent pas seulement la marque, c'est un sujet très intéressant. Très, très intéressant. Nous, on a Bien Vivre le Digital, par exemple. Bien Vivre le Digital, qui est une communauté qu'on a créée de toutes pièces, avec un site qui existait auparavant et qui ne parle pas d'Orange, qui parle juste du fait de pouvoir mieux vivre le digital à travers l'accompagnement numérique et la communauté des parents connectés. Voilà, donc la communauté, les communautés, c'est la clé pour moi d'une marque conversationnelle, d'une marque qui crée de la confiance et qui va au-delà de ses propres sujets, on va dire, produits, services. Bon, j'ai la chance d'avoir la social room chez Orange France avec l'ensemble des réseaux sociaux et en fait, notre transformation, ça va être de transformer des social media managers qui postent du contenu en community manager qui animent des communautés. Et c'est par les communautés que les marques, à mon avis, en tout cas Orange, va pouvoir réellement aller chercher de la valeur. Ce qui appelle le social CRM, c'est-à-dire comment on connecte ces communautés à nos clients, comment on connecte toutes les informations qu'on a sur nos clients avec les réseaux sociaux, avec la conversation, avec les communautés pour élargir notre base et justement créer du volume. Et puis, il y a, comme vous le dites, des technologies intéressantes, des technologies intéressantes qui parlent de confiance, qui parlent d'économie de confiance, qui parlent de traçabilité, qui parlent de transparence. Nous, on fait un test en ce moment avec la blockchain sur le recyclage des mobiles. Le recyclage des mobiles, c'est très important pour chaque citoyen. Vous allez en boutique Orange, vous recyclez votre dernier mobile. Ce mobile va ensuite dans une chaîne de traitement qui sont les ateliers du bocage, dans lequel vous avez des travailleurs handicapés qui recyclent les mobiles et qui vont ensuite dans différentes chaînes de recyclage. Moi, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si réellement mon mobile, quand je le mets dans le bac, il va aller aux ateliers du bocage, il va servir des causes solidaires, il va être développement durable et qu'il ne va pas y avoir d'évaporation à travers des marchés parallèles. La blockchain est un élément complémentaire pour créer de la confiance entre les marques et le consommateur et même l'ensemble de l'écosystème. C'est l'économie de la confiance qui va permettre aux marques aussi de générer des preuves par rapport à la promesse qu'elles font aux consommateurs. Merci Bruce. Le mot de la fin, on a 1 minute, Nicolas. Alors, le mot de la fin, on a dit beaucoup de choses. Je dirais, si je me projette à 12-24 mois, au-delà de tout ce dont on a parlé, un des sujets que la crise a révélé et a accéléré, c'est l'innovation dans les business models. Et en fait, qui devrait être un sujet pour les directions marketing et commerciales au premier plan. L'innovation dans les business models sur, je dirais, 3 plans. Les modèles de revenus, avec notamment un modèle de revenus qui monte de manière très très forte, qui est le modèle d'abonnement. Il a gagné plus de 30 points de pénétration pendant la crise. Et en fait, c'est devenu une véritable habitude consommateur d'avoir une série d'abonnements. Alors évidemment, les classiques, les abonnements Netflix, Amazon Prime, etc. Mais sur un ensemble d'autres types de sujets. Pour un exemple, la chaîne Prêt à manger, que vous connaissez peut-être, pendant le confinement, le deuxième confinement, je pense, au Royaume-Uni, a lancé un abonnement de café à 20 pounds par mois et a, de manière très importante, poussé cette nouvelle manière de consommer qui bouscule complètement son modèle de chaîne de restaurants. Et on voit que ce sont des types de modèles qui, en fait, sont très acceptés et très appréciés des consommateurs pour leur simplicité et qui, de facto, créent une nouvelle relation dans laquelle, quelque part, la partie monétaire est mise de côté, puisqu'on a déjà payé, et en fait, on est plutôt dans le fait de profiter du service de manière continue. La deuxième grande rupture de business model, c'est tous les sujets de vente distribuée. J'ai parlé du social selling. C'est véritablement un modèle qui se développe sur le dos, entre guillemets, du développement des communautés dont parlait Bruce, mais qui est extrêmement vertueux parce qu'il génère des conversations de pair à pair entre consommateurs, donc beaucoup plus de confiance. Et pour les marques qui sont capables de bâtir ces communautés, c'est un avantage concurrentiel évident. Donc ça, c'est le deuxième gros sujet. Et puis le troisième rupture de business model, c'est l'évolution vers des modèles de plateforme, où en fait, l'entreprise ne vend plus que ses produits, mais crée des produits et des services, soit pour d'autres marques,
soit qu'elle met à disposition d'autres marques. C'est historiquement le modèle de marketplace dans la distribution, mais on voit dans d'autres secteurs des hôtels qui fournissent des solutions de room service à des entreprises à côté, ou des gens qui mettent au service les services qu'ils ont développés. Je parlais de la beauté, par exemple, un service de reconnaissance visuelle. On va le mettre à disposition de ces distributeurs, potentiellement d'autres marques sur ces plateformes. Voilà. Et donc on passe d'une entreprise très verticalisée à une entreprise beaucoup plus plateforme de contenu et de services. Eh ben, on va observer ça avec attention. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce matin. Je perds ma voix. À très bientôt. Excellente journée. Merci.